Alors maintenant, le deuxième épisode d'Historytelling, où en fait, la dernière fois, nous avions donc explosé nos ancêtres les Gaulois. Et bien cette fois, on va déconstruire les mythes autour de Clovis. Alors, ces mythes, quels sont-ils? Je vais faire un peu un florilège. Clovis, sache-le, est le premier roi de France. D'ailleurs, le baptême de Clovis, c'est l'origine de la France. D'ailleurs, c'est peut-être même le baptême de la France. D'ailleurs, ça prouve que la France a des origines chrétiennes. La France est de toute façon fille aînée de l'Église. Au passage, on remercie Clotilde qui a bien su convertir son époux qui était venu des forêts barbares, peau de bête et tout ça. Et puis, la preuve, il avait mauvais caractère. Il était rancunier, il ne fallait pas toucher à la vaisselle. Bon. J'ai un peu caricaturé, mais pas tant que ça. En fait, ce florilège, évidemment, il ne rend pas vraiment compte de ce qu'a été le règne de Clovis, l'époque de Clovis. Il rend surtout compte de l'instrumentalisation politique, autour notamment du baptême de Clovis. Alors maintenant, on ne parle pas trop de Clovis, ou alors, quand on en parle, c'est pour le mettre dans la liste triste des chers disparus des programmes, alors qu'en fait, il y est toujours, mais bon. Mais ça a été à un moment un vrai débat politique. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était au moment du 15e centenaire du baptême de Clovis. Et là, ça avait été assez tendu. Hein. Ouais, je me rappelle d'autant plus que moi je suis rémoise et donc on était là avec nos copains, copines, étudiantes à manifester parce que le pape voulait faire une descente à Reims pour célébrer le baptême de Clovis. Et donc ça avait donné lieu à un débat absolument inouï, débat tout à fait légitime d'ailleurs, un vrai débat sur la laïcité, celui-là étant légitime, à savoir est-ce que la République devait financer la venue du pape ? Lequel est venu, hein, d'ailleurs. Lequel est venu. Et puis, en plus, il y avait une instrumentalisation par l'extrême droite. Hein. C'est devant la cathédrale que Jean-Marie Le Pen avait fait en 92. On était au moment du débat sur Et Maastricht. on était là aussi pour protester contre Le Pen. Et il avait fait un discours, justement, en faisant référence aux origines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église, etc. Et au moment du 15e centenaire, il y avait eu un comité Clovis créé par tout un tas de gens proches ou au Front National. Hein. Oui, tout à fait. Et même lorsque le pape est venu, il a lancé la fameuse phrase « La France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle à ton baptême ?» Voilà, là aussi, ça avait pas mal réagi dans les milieux laïcs. Et le président Chirac avait repris ce mot quand il était allé au Vatican pour préparer la visite du pape. Bon, donc c'était assez tendu. Bon, au final, le pape n'a parlé que de la conversion personnelle de Clovis et le président n'y est pas allé, il a envoyé madame. Donc en fait, ça a un peu désamorcé. Reste que, voilà, tout ça pour dire que ça a pu avoir, il y a eu des tensions, une instrumentalisation politique possible. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait vraiment sur l'histoire de Clovis? Du moins, ce qu'on peut en savoir, parce que le gros problème, c'est qu'il y a très peu de sources, ce qui est normal, vu la période. En fait, l'essentiel des sources, c'est une source, c'est le récit de Grégoire de Tours, qu'il écrit 30 ans après la mort de Clovis, et qu'il écrit pour construire Clovis en souverain chrétien. Donc, il y a un but hagiographique, ce qui fait que ce n'est pas très fiable comme source. Alors, qu'est-ce qu'on sait? En 482, Clovis succède à son père, Childéric, et il devient roi des Francs saliens. Qu'est-ce que c'est que les Francs saliens? C'est un royaume barbare. Barbare, entendez non romain, hein, ça ne veut pas dire les forêts obscures, etc. Parce qu'à ce moment-là, en fait, l'Europe est divisée justement en royaumes barbares, les Ostrogoths, les Visigoths, les Burgondes, les Alamans, on le voit hein, sur cette carte, des royaumes qui étaient très souvent en guerre, et sur tout cet espace divisé en royaumes, l'Empire romain d'Orient exerçait de fait une influence théorique mais symboliquement forte, hein, et ce n'était pas complètement absent. C'est important de dire ça parce qu'il ne faut pas imaginer une opposition entre les royaumes barbares et l'Empire romain, mais en fait des liens tissés, construits, et d'ailleurs des élites qui sont très imbriquées, hein, il y a des échanges culturels, des échanges politiques, et Clovis d'ailleurs fait partie hein, de ces élites. Donc, il hérite du royaume des Francs saliens, c'est autour de la région de l'Escaut, Tournai. Hein, c'est petit, hein. C'est tout petit, ouais, c'est tout petit. Or, ce qu'il y a, c'est qu'il va, en quelques années, étendre considérablement le royaume franc, ce qui fait d'abord parce que c'est un chef militaire efficace, et c'est un chef militaire efficace parce qu'il a su intégrer justement la discipline romaine, ce qui montre les liens, dans sa conduite de ses hommes. Et c'est ce que montre l'épisode du vase de Soissons, hein.
Oui, alors l'épisode du vase de Soissons, quand même, quelques mots. Alors, on ne le raconte plus, hein, on ne l'enseigne plus dans les écoles, mais il est quand même assez savoureux. Donc, l'épisode du vase de Soissons, c'est à la fin d'une bataille, on est à peu près 10 ans avant le baptême de Clovis. À la fin d'une bataille, l'évêque de Soissons réclame à Clovis, alors, Clovis a gagné la bataille, et l'évêque de Soissons lui dit non, là, il y a un vase, vraiment, j'y tiens trop et tout. Il faut vraiment le rendre, les églises avaient été pillées par les soldats de Clovis. Est-ce que vraiment vous pourriez nous rendre ce vase? Et Clovis s'était engagé à rendre le vase à l'évêque. Et donc, il va chercher le vase, et à ce moment-là, un soldat conteste, hein, c'est une mutinerie, et dit non, le vase, il est à moi, parce que la tradition, c'était de partager le trésor de guerre de façon tout à fait équitable. Et donc, très en colère, le soldat prend une hache, nous raconte Grégoire de Tours, et il tape sur ce vase qui n'était pas en porcelaine, hein, c'était un vase certainement en argent ou en étain, et qui est donc tout cabossé, et qui le rend finalement à Clovis, mais tout cabossé. Et quelques années plus tard, Clovis fait l'inspection de ses troupes, et il reconnaît ce soldat. Et là, ce soldat est très très mal agencé, je ne sais pas quoi, et donc il lui demande de poser ses armes par terre, de jeter ses armes par terre, et le soldat se baisse pour les ramasser, et là, tac, coup de hache. Souviens-toi voilà, du vase de Soissons. Souviens-toi du vase de Soissons. Alors, ce que ça montre en fait surtout, c'est que le fait qu'il ait pu récupérer le vase, le fait qu'il ait pu faire une revue, en fait, ça montre qu'il était sorti des traditions des armées des royaumes barbares et que c'était quand même assez romanisé. Enfin bon, donc Clovis arrive à unifier d'abord les différents royaumes francs, ensuite il arrive à conquérir les terres d'un royaume romain, qui était encore romain, autour de la Somme, de l'Oise, puis à repousser vers l'est les Alamans, vers l'est les Burgondes, et à annexer surtout tout le sud de la Loire, toute l'Aquitaine, jusqu'aux confins des Pyrénées, en prenant les territoires wisigoths. Donc il va créer un très grand royaume franc, comme on le voit sur cette carte, qui montre ce royaume de Clovis. Alors, s'il le fait, c'est grâce à ses victoires. Il a eu aussi des stratégies matrimoniales très habiles, mais ce qui est normal comme ça. Et puis c'est aussi, comme je l'ai dit, c'est un chef très romanisé, peut-être plus que les autres. Et comme les populations, notamment d'Aquitaine, sont assez romanisées, elles l'accueillent plus facilement qu'elles ne supportaient les chefs barbares wisigoths d'avant. Donc ça explique aussi le changement. Reste que c'est un royaume franc. Ce n'est pas la France. Ce n'est absolument pas pensé en ces termes à l'époque. Et donc c'est une bêtise de dire que c'est le premier roi de France. Certes, il est un royaume franc, mais ce n'est pas la France pour autant. Mais le baptême. Mais le baptême, mais tu as raison Laurence, le baptême, le fameux baptême. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation religieuse, elle est quand même assez compliquée à ce moment-là. Hein. La grande majorité en fait, des élites et de la population dans tout l'Empire, dans toute l'Europe, ce qu'on appelle maintenant l'Europe, étaient chrétiennes. Il y avait quelques peuples, quelques chefs païens, et notamment Clovis. Clovis est un païen, mais sinon la majorité était déjà largement convertie. Le problème, c'est que le christianisme est en plein schisme depuis un siècle à peu près, avec d'un côté ce qu'on appelle le christianisme nicéen et de l'autre ce qu'on appelle l'arianisme. En fait, ils se divisent pour savoir si Jésus a ou pas une nature divine. Les nicéens disent oui, les ariens disent non. Et depuis le Conseil de Nicée en 325, ce qu'il a emporté comme doctrine officielle, c'est la nature divine du Christ, et donc l'arianisme est devenu une hérésie. Mais donc il y a ce schisme assez tendu au sein du christianisme et de l'Église. Dans ce contexte, que Clovis soit un païen, eh ben, finalement c'est un moindre mal pour les élites nicéennes, du christianisme nicéen. Ils préfèrent ça qu'avoir un arien. C'est pour ça que les évêques nicéens s'entendent plutôt bien avec Clovis quand il devient roi alors qu'il est encore païen. L'évêque de Reims, Rémy, lui envoie une lettre de félicitations. Et d'ailleurs, lui, il le rend bien avec cette histoire du vase de Soissons qui rend à un évêque, ce qui montre qu'il a des relations proches avec ces évêques nicéens. Bon, alors le baptême, qu'est-ce qu'on en sait? On en sait ce que nous dit encore le fameux Grégoire de Tours. Et qu'est-ce qu'il nous dit Grégoire de Tours? Il nous dit que c'est Clotilde qui l'a travaillé au corps pour qu'il se convertisse, qu'elle était elle-même chrétienne, que lors d'une bataille contre les Alamans, il était en passe de perdre, qu'il a appelé Jésus-Christ et que il a gagné et qu'il avait promis qu'il se baptiserait, que Rémy l'aurait éduqué, qu'il aurait été baptisé dans sa 15e année de règne.
et donc en 496. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas croire ce récit, d'abord parce que c'est le décalque exact de la conversion de Constantin, l'empereur de l'Empire d'Orient, un siècle auparavant, avec dans l'histoire de Constantin le rôle de la femme, le serment en pleine bataille. Donc voilà, là c'est tellement de décalque qu'on a du mal à y croire. Et puis chez Grégoire de Tours, tout fonctionne par truc de 5, par cycle de 5. Donc 15e, c'est un cycle, c'est pas pour ça que c'était vraiment 496. Tout ce qu'on sait aussi, ça c'est une autre source, c'est qu'il a été baptisé à Noël, ce qui est bizarre, parce que normalement on baptise plutôt à Pâques, pour faire coïncider la naissance de la foi et la résurrection du Christ. Ça veut dire qu'il y a eu un baptême en urgence, mais on ne sait pas très bien pourquoi. En tout cas, donc, ce qu'on peut dire sérieusement, c'est que à Noël, dans une année qui est sûrement comprise entre 496 et 511, donc on voit c'est grave, il y a de fortes chances à Reims. Maintenant, ce qu'on pense, à un moment, on a même dit Tours oui, peut-être. Parce qu'on ne le trouvait pas, le baptistère. On ne le trouvait pas, ouais. Mais bon, on pense, maintenant on dit que c'est à Reims. Eh bien, Clovis s'est fait baptiser. C'est un baptême collectif, ce qui se faisait à l'époque, avec ce qu'on appelle sa trust, c'est-à-dire sa cour, comme c'était l'usage. Et il s'est fait baptiser au christianisme nicéen. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'est converti? Parce que c'est la question. Alors, le rôle de sa femme n'est vraiment pas la première question qu'on se pose. En fait, c'est simple, il suffit de regarder la situation. Donc, son royaume était agrandi. Et son royaume, il comportait quoi? Des populations gallo-romaines converties au christianisme nicéen, des élites, et notamment des élites religieuses très puissantes, qui étaient des élites converties, enfin pas converties, mais religieuses au christianisme nicéen. Et il était proche de l'Empire, qui était converti au christianisme nicéen. Donc, en se convertissant, en fait, il s'assurait le soutien de tout ça. Donc, c'est assez logique comme choix, et il était habile, et par ailleurs, c'était vraiment ça se faisait de plus en plus, il y avait cette conversion en Europe. Donc, il n'a fait que suivre un mouvement c'est un peu plus le dernier général. converti au lieu d'être le premier, quoi. C'est un peu ce qui change la façon de voir les choses. Bon, alors, pour terminer vite fait, Clovis meurt en 511, on pense. On ne sait pas où il est enterré, en fait. Ainsi, on n'a pas retrouvé son tombeau parce qu'il a voulu être enterré avec sa femme près de Sainte-Geneviève, qui est morte en 502, donc dans l'église Sainte-Geneviève. Mais comme Louis XVI fait refaire l'église Sainte-Geneviève qui deviendra après le Panthéon, en fait, les tombeaux ont disparu. Donc, on n'a pas les tombeaux de Clovis. Et à sa mort, ses fils, c'est la tradition dans les royaumes francs, se sont divisés son grand royaume en 4 royaumes, qui étaient quand même assez liés. Mais bon, voilà, en tout cas, ce n'est toujours pas la France. Alors, il y a quand même une très belle légende autour du baptême de Clovis, qui va être à l'origine de tous les sacres des rois de France. Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que si il y a cette image du baptême de la France à Reims, c'est parce que par la suite, les rois de France, surtout à partir du 9e siècle, se sont fait sacrer à Reims. Et pour que ça se passe, on a donc inventé cette Sainte-Ampoule que la Rémoise que tu es va sûrement nous raconter. Ah oui, parce que alors nous, l'histoire de la Sainte-Ampoule, on la connaît. Il paraît qu'elle est gardée dans l'abbaye de Saint-Rémy, qui est une très belle bâtisse à Reims. Alors, que dit cette histoire? Cette histoire dit que le jour du baptême du Clovis, une colombe serait arrivée avec une petite fiole dans le bec, une petite fiole avec de l'huile miraculeuse qui s'appelle le Saint-Crème. Voilà. Et que l'évêque Rémy aurait recueilli cette petite fiole et aurait baptisé Clovis, enfin l'aurait oint, comme on dit, l'aurait oint de cette huile miraculeuse. Voilà, et donc à partir de là, les rois se font baptiser, se font sacrer à Reims. D'ailleurs, on dit que c'est un évêque de Reims qui a inventé cette légende. D'ailleurs, c'est la basilique de Saint-Rémy. Voilà. Oh là là, honte à moi. Ils ont inventé cette légende justement pour que les rois se fassent sacrer à Reims et pas à Sens, comme ils le faisaient parfois avant. Et là aussi où il y a un lien, c'est que les rois de France, beaucoup s'appellent Louis. Or, Louis, c'est Clovis, on enlève le C et ça fait le même. Donc en fait, ils ont joué la continuité. Continuité ensuite, il y a, en 19e siècle, on invente la formule fille née de l'Église, parce qu'en fait, c'est très récent, cette formule. C'est une formule du 19e siècle. Et à partir de là, cette idée des origines chrétiennes, du baptême de la France, etc., devient un mythe dans tout ce roman national, mais aussi tout un discours de la droite catholique et royaliste. Pourtant, non, ce n'est pas la France, c'est un royaume franc, chrétien, mais romain aussi. Et donc, c'est autrement plus complexe.